et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre du festival Feuilles d'automne. Festival qui est, comme vous le savez, organisé par l'Institut français du Japon et qui vise depuis maintenant une dizaine d'années à promouvoir et à nourrir la relation entre la France et le Japon dans les domaines de la littérature, de la bande dessinée et du manga. Comme beaucoup d'événements et de manifestations culturelles, ce festival a dû s'adapter aux contraintes qu'impose la crise sanitaire mondiale. C'est ainsi que cette édition a été organisée afin d'être visible en direct, en ligne sur Facebook et YouTube, et retransmise également dans les instituts français, les alliances françaises qui constituent le réseau culturel français au Japon. Cette 13e édition du Festival d'automne, Feuilles d'automne, excusez-moi, donnera lieu à 3 rencontres autour de la littérature, de la bande dessinée et du manga, ainsi qu'à un débat sur les femmes croisant bande dessinée et dessin animé. Je tiens ici à chaleureusement remercier les partenaires du festival, sans le soutien desquels cette édition n'aurait pu se tenir. Universités, musées, associations, librairies, fondations et bien évidemment maisons d'édition. Permettez-moi de dire quelques mots sur la rencontre de ce soir qui verra dialoguer 2 auteurs de fiction contemporaine récompensés par de très nombreux prix et traduits dans de très nombreux pays. Laurent Binet, tout d'abord, que nous aurions vraiment beaucoup aimé pouvoir accueillir ici au Japon en chair et en os, et que je remercie d'intervenir ce soir en ligne depuis la France. Vos romans, traduits par Tokyo Sogensha au Japon, trouvent dans l'histoire, avec un grand H, leur matière première. Sous votre plume, petites et grandes histoires se redessinent, trouvent une nouvelle destinée parfois, s'interrogent mutuellement. Votre dernière œuvre, traduite au Japon, est la 7e fonction du langage. Elle nous emmène sur les traces d'une icône intellectuelle française, Roland Barthes, personnalité chère à votre cœur et à celui du Japon, bien évidemment. Ce soir, vous dialoguerez avec l'écrivain Keiichiro Hirano, que je remercie également d'avoir accepté notre invitation. Keiichiro Hirano, vous avez obtenu le prix Akutagawa alors que vous n'étiez qu'un étudiant. Aussi à l'aise dans des contextes historiques que contemporains, vous invitez le lecteur à s'interroger et à adopter une vision, une perspective différente sur les événements et les phénomènes sociétaux qui nous entourent. Je pense notamment à vos ouvrages récents, La dernière métamorphose ou Un homme, dans lesquels, à travers le vécu de vos personnages, vous révélez le mal-être d'une société tout entière. La modération de la rencontre de ce soir sera assurée par M. Atsushi Sasaki, spécialiste de littérature, qui nous fera découvrir plus en détail l'univers de nos 2 auteurs et que je remercie également de sa présence. Le dialogue de ce soir permettra, à n'en pas douter, de rappeler l'importance de la liberté de créer, le pouvoir de l'imagination et leur capacité à éveiller nos sens et nos consciences. Il est temps pour moi de laisser place à nos invités et de vous remercier pour votre présence ce soir. Très belle rencontre à tous. 本日は、ローラン・ビネさんと、平野啓一郎さんの、対談にお越しいただき誠にありがとうございます。会場にお越しの皆さん、それから今オンラインで、視聴してくださっている皆さん、ようこそということで、本日はですね、こちらの、ローラン・ビネさんの、言語の7番目の機能、を中心に、平野さんと、ビネさんに、いろいろ大いに語っていただこうと思っております。今日は僕司会を務めます佐々木と申します。よろしくお願いいたします。はい。ビネさん、平野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、オンラインでの、対談っていうのもなかなか奇妙な感じがしますけれども、はい、まず最初にですね、ビネさんの方から、今回の、日本で翻訳が出ました、言語の7番目の機能、
について少し著者自身からご紹介をいただきたいと思います。ご存知のように峰さんの前作「アシュアシュアシュアシュ」は非常に日本でもですね高い評価と人気を獲得しまして、2作目が翻訳されるのを心待ちにしていた方も多いと思います。そしてついに出た言語の7番目の機能が1作目とはかなり違った趣の作品であったことに驚かれた方も多いんじゃないかと思います。まず峰さんにそのあたりのなぜ言語の7番目の機能のような小説作品を書こうと思われたのかを少し伺えますでしょうか。Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis déçu de ne pas être avec vous à Tokyo. Je me faisais une joie d'être invité au Japon, de découvrir le Japon et de faire mon premier voyage en Asie. Bon, mais la situation étant ce qu'elle est, je suis néanmoins très reconnaissant à l'Institut français et à tous ceux qui ont participé à cet événement et qui ont œuvré pour que l'événement se tienne quand même. Donc voilà, merci à vous et puis j'espère que on se verra bientôt en vrai. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, la 7e fonction du langage est très différent, est un livre très différent de HHHH, parce que je crois que comme Monsieur Hirano, j'appartiens à cette race d'écrivains qui aiment bien changer de sujet d'un livre à l'autre, d'autant plus que j'avais mis 10 ans pour écrire HHHH et que au bout de 10 ans, j'en avais marre du nazisme et que j'avais donc envie de faire autre chose. Alors pourquoi un livre sur Roland Barthes? Tout simplement parce que Roland Barthes est sans doute celui qui a le plus compté dans ma formation intellectuelle. J'ai commencé par faire des études d'histoire, mais je suis devenu professeur de lettres, professeur de français, et que c'est Roland Barthes, en tant que critique littéraire et en tant que sémiologue, qui m'a fait comprendre comment et pourquoi est-ce qu'on analysait un texte et comment est-ce qu'on pouvait dire des choses intéressantes sur un texte. Donc voilà, je suis toujours un grand admirateur de Roland Barthes et il se trouve aussi que Roland Barthes est mort dans des circonstances particulières, dans un accident de voiture stupide, et également un petit peu étrange, puisqu'il s'est fait renverser par une camionnette de blanchisserie et que sur lui, il n'avait ni ses papiers ni ses clés. Donc il y avait là des éléments qui étaient propices à une exploitation romanesque et en réalité à une exploitation policière. Et c'est donc pour ça que j'ai eu l'idée de faire un roman policier sur la mort de Roland Barthes, en imaginant que cet accident n'en était pas un, mais était un meurtre, était un assassinat. Et ça m'a permis donc de développer une intrigue qui ne se passait plus pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en France et dans le monde entier, dans les années 80, dans les milieux universitaires et intellectuels de la France et du monde. 平野さん、この今回の言語7番目の機能を読まれてですね、どういうふうな印象を抱かれたか、まず最初にお伺いできますか。まずすごく面白くて、僕自身のフランス現代思想の知識の不十分さから、ちょっとこの作品を本当によくどこまで理解できているのかっていうのはやや不安なところはありますけど、それでもそういう読者でも楽しめるようにすごく面白く書かれていて、すごくたくさんのことを考えさせられて、どこから話し始めるのがいいのかっていうのをちょっと迷ってるんですけども、世代的にはビネさんと僕は結構年齢が近いので、フランス本国とは違うかもしれないけど、やっぱりフランスの現代思想が
非常に大きな影響を持っていて、ここに登場する人たちがほとんどこう神格化されるようなスターとしてこう日本の若者たちに影響を与えた時代っていうのを生きていたので、その彼らがこうパロディにされてるそのパロディのされ方っていうのもですね、非常に面白くて、よくわかるところもありましたし、これただ単純な質問なんですけど、フランスでもこれをこうすごく笑い転げて楽しんで読んだ人もこうゾクゾクしながら読んだ人もいれば、怒った人も結構いたんじゃないかと思います。それから僕は先ほど言ったように、世代的に80年代90年代ぐらいのそういう現代思想ブームを、一応その時代に生きていたのでよくわかるところもあるんですけども、もっと若い世代だとひょっとするとロラン・バルトって言ってもピンとこない人もいるかもしれないし、あるいはドゥルーズやフーコーっていうのは今でもすごく非常に真面目にみんな読み続けていて、なんていうかスターとしてのフーコーとかっていうよりも、純粋にフーコーの理論を使って性政治について話すとかっていうことも今でも続いているので、そういうふうにフーコーを読んでる若い世代とかっていうにとっては、そのフーコーのキャラクター自体をこういうふうにいじるというか面白がるっていうのがもしかするとピンとこない世代もいるかもしれませんが、そのフランスでの反応だとか、あるいは世代による反応の違いとかっていうのを教えていただけるといいなと思います。どうでしょうか。Oui, alors, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que ça me fait rire et ça m'impressionne quand un étranger, un japonais, me dit oui, je ne suis pas, je connais un peu la pensée française, mais a presque l'air de s'excuser, alors que j'ai lu le livre de Monsieur Hirano, L'Éclipse, et moi, ce que je me suis dit, c'est que Monsieur Hirano connaissait beaucoup mieux la pensée européenne et française du XVe siècle que moi-même. Donc, je voudrais d'abord rendre hommage à l'érudition de Monsieur Hirano, qui m'a beaucoup impressionné et intimidé. Donc, pour répondre à votre question, les réactions ont en effet été très diverses. Certains ont ri, certains ont rendu hommage à mon travail parce que j'avais beaucoup travaillé sur la pensée de ces auteurs, avec laquelle j'étais familière pour certains. Je connaissais donc très bien Roland Barthes et puis la linguistique par ma formation de Jacobson, de Saussure, mais beaucoup moins en fait celle de ceux qu'on a appelés la French Theory, les Foucault, les Deleuze, les Derrida. Et je me suis plongé dedans avec enthousiasme et avec beaucoup d'intérêt. Mais j'ai décidé donc à la fois de restituer dans une organisation narrative romanesque des éléments de leur pensée, mais aussi d'en faire à certains niveaux une présentation satirique. Et les deux réactions les plus, les deux personnages qui ont suscité le plus de polémiques, le traitement de deux personnages qui a suscité de la polémique en France, étaient ceux de Foucault et de Philippe Solers, qui est le mari de Julia Kristeva. Et autant je dois reconnaître que le traitement de Solers était extrêmement satirique et que je me suis vraiment moqué de Philippe Solers, autant je n'ai à aucun moment eu l'impression de me moquer de Michel Foucault, puisque tout ce que je raconte sur la vie de Michel Foucault étaient des choses connues et reconnues, et d'ailleurs revendiquée par Michel Foucault lui-même, sa vie sa vie de fêtard extraverti. Et donc, oui, Philippe Solers, pour tout vous dire, était très fâché, et ses amis aussi,
Voilà, donc il y a eu un moment, il a été question de faire un procès au livre, et puis bon, le procès n'a pas eu lieu. Mais donc voilà, donc le milieu littéraire français est un petit milieu, donc le, 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 le quartier de Saint-Germain-des-Prés, même s'il n'a plus son prestige d'antan, existe encore. Philippe Solers avait toujours beaucoup d'amis, et donc il y a eu une assez forte polémique autour de son cas. Bon, voilà, mais disons que c'est le charme, c'est à la limite, d'une certaine manière, c'est plutôt sympathique qu'un livre de littérature puisse susciter autant de réactions. Voilà, bon, ça veut dire au moins qu'il a été, lu et qu'il a intéressé des gens. あの僕がこの本読んだのは最近なんですけど、その今の時代の状況の中でこれを読んだってことが僕にとってもすごく大きかったんですね。っていうのは、僕たちはその言葉っていうのが一体現実を変えることができるのかっていうことを常に問うていて、それに対して楽観的になることもあれば悲観的になることもあります。それで例えばそのドナルド・トランプっていう人が、ごめんなさい、いいですか、ちょっと、そのドナルド・トランプっていう人がその投票所をウォッチしておけと、不正が起きないようにウォッチしておきなさいっていうと、本当に重武装した支持者たちが、マシンガンとかいろいろ持って投票所に詰めかけていると。でこれは何ていうか、まさに言語の7番目の機能状態のような、彼の言ったことがそのまま真に受けて現実化するような状況を見ていると。他方で、これは非常に何ていうか恐ろしい現実への作用ですけど、一方でグレタ・トゥーンベリさんみたいな人が何ていうか環境問題を改善しないことに対して「How dare you」って言って、そのストレートにメッセージを投げかけて、それにその若い世代の人たちが大量に参加して、世界中に大きなムーブメントが起きていると。これはある意味ではポジティブな意味での言語の第7番目の機能的な現象じゃないかと思うんですね。それからもう一方では、やっぱりフェイクニュースっていうのがこの間世界中を大混乱に巻き起こしていて、言葉が世界を変えられるっていうことがポジティブなことではなくて、非常にネガティブな事例によって言葉が世界をぐちゃぐちゃにしてしまっているっていう現実に僕たちは触れていて、その中で特にこの小説でも後半はその現実とは何かっていうことが登場人物の口からも語られますし、その言語と現実との関係っていうのを、ピネさんもこの小説を通じて非常に現代的に考察しているんではないかというふうに感じました。その辺についてはどういうふうにお考えがありますでしょうか。Oui, le postulat de départ de la 7e fonction du langage était que le langage est l'arme la plus puissante du monde, pour le meilleur et pour le pire. L'idée était de partir de ce concept linguistique de fonction performative, c'est-à-dire quand le langage se fait acte. Et donc, si on étend ce concept, disons, j'en ai fait une interprétation extensive, si vous voulez, à partir du principe que celui qui maîtrise le langage est celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, dans une situation de guerre militaire, celui qui a le pouvoir n'est pas celui qui a l'armée et celui qui a les tanks, mais celui qui donne les ordres et celui qui se fait obéir. Donc le pouvoir n'est pas à la force militaire, mais à celui qui la commande. Et pour commander, on passe par le langage. Donc, la Révolution française, par exemple, n'aurait pas eu lieu si avant, il n'y avait pas eu Voltaire, Rousseau, etc. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le postulat de départ. Et on voit bien aujourd'hui, en effet, avec les réseaux sociaux, à quel point il s'agit
d'une sorte de guerre, alors de guerre de clavier, évidemment, de clavier dans nos canapés, mais qui a des incidences. Ce que dit Trump a des incidences sur la réalité, évidemment. Ce que disent ses opposants aussi. Et donc, bon, voilà, on est dans une logique d'affrontement. Il y a ce sociologue français, Pierre Bourdieu, qui disait « La sociologie est un sport de combat ». La littérature est également un sport de combat. Et pour citer Bourdieu, justement, Bourdieu disait j'écris contre. Je pense que d'une façon ou d'une autre, on écrit toujours contre. Et alors, dans un roman, contre quoi est-ce qu'on écrit? Il ne s'agit pas de promouvoir le roman à thèse ou le roman politique, c'est pas de ça dont il s'agit, mais de toute façon, moi quand j'écris un roman, que ce soit consciemment ou pas, j'écris contre un certain type de littérature que j'aime pas, que je désapprouve, que je réfute. Et par exemple, donc il se trouve que j'ai fait dans des genres assez différents, ce qu'on appelle des romans historiques, et j'écrivais, donc, comme j'imaginais comme j'imaginais le roman historique dans son plus bel éclat, si vous voulez, mais c'était fatalement contre un certain type de roman historique dont je ne voulais pas. Donc, de toute façon, le discours, on est toujours dans une forme de combat quand on est dans le discours, y compris et aussi quand on choisit de recourir à la fiction. その意味で言うと、このフレンチセオリーがすごく華やかだった時代っていうのは、一つの歴史としてビネさんにとってはやっぱりこう戦うべき時代だったのか、それともそういう時代を描き方自体が、その時代をある意味こうなんていうか、その神格化するようなそのイマージ自体が闘争の対象だったのか、どっちなんでしょうかね、この小説の場合は。Non, pas du tout. La French Theory, bon, on a appelé ça, vous savez, elle s'inscrit dans ce courant un petit peu large, un peu vague qu'on appelle le postmodernisme, le postmoderne. Je ne suis pas sûr exactement de savoir comment on définit le postmoderne, mais je suis un enfant du postmoderne. Disons, comment dire, Derrida, enfin, disons, comment dire, cette remise en question des bases de ce qui fait le discours, de ce qui fait la réalité, c'est quelque chose que, d'un point de vue dans lequel je m'inscris littérairement, parce que je pense que le roman classique, le roman balzacien a eu son heure de gloire, mais aujourd'hui, ça n'est pas ce qui m'intéresse et je ne crois pas que ce soit très utile de continuer dans cette veine-là. Mais en fait, si on réfléchit bien, ce qu'on appelle le postmoderne, à mon avis, s'inscrit dans une tradition qui remonte à beaucoup plus longtemps et qui remonte en fait à, pour parler littérature, à Cervantes, à Don Quichotte, c'est-à-dire que à la naissance de ce qu'on appelait le roman moderne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence entre le moderne, le postmoderne, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse chez ces gens-là, c'est aussi ce qui m'intéresse dans Don Quichotte, c'est le fait que le récit ne va pas de soi et que un bon roman, un roman moderne, si vous voulez, est ce qu'on appelle un méta-roman, c'est-à-dire un roman qui s'interroge sur lui-même, un roman qui comporte
un certain niveau de réflexivité d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a 1000 moyens d'interroger de représenter cette réflexivité, mais à ce niveau-là, je m'inscris tout à fait dans l'affiliation de ces penseurs, je m'inscris modestement dans l'affiliation de ces penseurs de la French Theory, ne serait-ce que dans le fait que leur démarche, je la trouve très saine, parce qu'elle consiste elle consiste déjà à remettre en cause des évidences, tout simplement, c'est-à-dire remettre en cause des préjugés, des présupposés, ce qu'on tient pour acquis. C'est aussi ce que j'ai voulu faire dans mon dernier livre, qui n'est pas encore paru en japonais, Civilisation, où je retourne l'histoire et où j'imagine, j'écris, je raconte une histoire contrefactuelle, où j'imagine que les Incas ont envahi l'Europe. Les Indiens ont envahi, ce n'est pas les Européens qui ont envahi l'Amérique, mais les Indiens ont envahi l'Europe. Et donc, tout ce qui contribue à remettre en cause ce qu'on croit savoir me semble tout à fait sain, salubre et très stimulant. もう一つすごくちょっと僕は個人的に興味のあることなんですけども、この小説の時代と今日の時代を比較すると、やっぱりメディアの存在感っていうのがすごく変わってきてると思うんですね。まだインターネットも iPhone もない時代が舞台になってますけど、今の時代はまあそれからすごく変わって、小説の中でちらちらレジス・ドゥブレっていう人が登場して、でまあそんなにたくさん書かれてるわけじゃないけど、ちょこちょこ割と大事な役割を果たしていて、まあ彼自身がメディオロジーという学問を提唱してますけど、最後もデリダと一緒にその秘密の文書をミッテランに受け渡す重要な役割を果たしてますけど、まあトランプの言葉が影響を持つっていうのは、その言語言葉を駆使して影響を持たせてるっていうのと同時に、まあ、ドブレが言ってるように、まあ、なぜあるメッセージが伝わるかっていうと、そのメディアっていう物理的な実態があって、それこそがそのある思想なり考えなりっていうのをこう多くの人に伝えるのに非常に重要なんだっていう話を彼はしてますけども、まあ、そういう意味で言うと、その言葉そのものがその何かのアイディアを伝えるっていうことがまず一つあるとして、それからこの小説が書かれてる時代から、まあ、メディアの状況っていうのはすごく大きく変わって、まあ、その一番大きなものはインターネットですけども、そのインターネット環境がすごく広まった中で、この時代の言語っていうものと今の時代の言語っていうのが相対的に影響力として変化しているのか、まあ、トランプは言葉が本当に人を犯しているのか、それとも彼のその映像自体、あるいは何かそのキャラクターの全体が人を動かしているのかっていうようなこともあると思うんですけども、そういったそのメディア環境の違いからこの小説について少しお話でいただけますでしょうか。Oui, ben, je suis frappé par les similitudes de notre époque actuelle avec celle du XVIe siècle. Alors, je suis très focalisé sur le XVIe siècle parce que voilà, mon dernier roman se passe au XVIe siècle. Mais qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle? Il s'est passé beaucoup de choses, mais il s'est passé deux choses dont le parallèle me semble très frappant avec l'époque d'aujourd'hui. C'est la mondialisation, deux formes de mondialisation. Bon, voilà, c'est-à-dire là, les échanges deviennent globaux. Hein, il y a une première forme de globalisation au XVIe siècle. Et puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Il y a eu l'essor du protestantisme avec Martin Luther. Et comment s'est déroulé cet essor du protestantisme, cette contestation de l'Église catholique traditionnelle et de la papauté de l'Église de Rome? Pourquoi est-ce que le protestantisme a pu se diffuser aussi vite? Parce qu'il a été concomitant avec l'invention de l'imprimerie, en fait. Et ça a surpris Luther lui-même. Luther a voulu protester contre l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ses 95 thèses où il critiquait l'Église catholique et il est allé les clouer sur la porte de son Église. Bon, voilà. Donc, sauf que ces 95 thèses ont été recopiées, imprimées, diffusées, et donc l'effet
l'effet de cette protestation est devenu, on dirait aujourd'hui, viral, en fait. Il y a eu une viralité du protestantisme au XVIe siècle. Et donc, on voit en effet que le média, en fait, a un rôle absolument décisif dans l'histoire des idées, dans sa capacité à diffuser. Et donc aujourd'hui, évidemment, que Internet, Facebook, Twitter, c'est une révolution de l'ordre de l'invention de l'imprimerie à l'époque. Et donc, Internet, Twitter, Facebook ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont des instruments, ce sont des outils, mais et des armes, et des armes, et des armes d'une puissance telle que celui qui sait les utiliser, celui qui sait les manier, bon ou mauvais, dispose d'un avantage considérable. Et donc, c'est évident que ce terrain-là des réseaux sociaux, aujourd'hui, est un champ de bataille extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que, alors là, ce serait aussi, si vous voulez, l'équivalent, là, pour filer le parallèle avec le XVIe siècle, l'équivalent de l'arrivée de la poudre et des armes à feu pour les Européens, si vous voulez. Là, c'est une arme nouvelle, et celui qui apprend à s'en servir dispose d'un avantage considérable. 今のやり取りのですね、平野さんのトランプの話は、ある意味このビネさんの小説の中に出てくる、言語の7番目の機能というのは、読まれた方はお分かりのように、実際には6つ目までしかローマン・ヤコブソンは書いていなくて、7番目というのが非常に重要な意味を持ってくるんですけど、ある意味で7番目の機能はもう実現しているんじゃないかっていう、もうメディアという形で実現しているんではないかっていう話かなと思って聞いていましたけれども、多分ですね、小説が歴史小説である以上、それは常にその過去を舞台にしているわけですけども、書かれる時というのはそれぞれその作者がそれを書いている現在であるわけで、常にその歴史小説はいつを舞台にしていても、その書かれている現在も何らかの形で表現しているというか表彰している部分があると思うんですね。そこでビネさんに、それからその後に平野さんにもですね、過去の、ビネさんに関しては言語の7場面の機能が80年代前半を舞台に書かれていて、で実際にその原著が、出たのが2015年と。年齢を見ますとビネさんは、ローラン・バルトが亡くなった1980年の時には7歳とかぐらいなんですよね。だから全然そういう意味では全くリアルタイムじゃなかったと思うんですけど、その過去のある時期を舞台にして、歴史小説を書くということ、そのをもってどうやって現在と関係を持たせるのかっていうことに関してビネさんはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。De toute façon, on ne peut pas échapper, à notre temps présent. Moi, je suis un produit du XXe siècle, puisque je suis né au XXe siècle, mais enfin, je suis un homme du XXe et du XXIe siècle. Et même si je voulais, je ne pourrais pas, de toute façon, écrire d'ailleurs. Donc, forcément, quel que soit ce que je veux raconter, quel que soit ce que j'imagine des époques passées, je le fais à travers ma grille de lecture d'homme du XXIe siècle. Alors, d'un livre à l'autre, mais les liens entre ce que je raconte et puis ce que je vis sont un petit peu différents, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un point commun qui est un rapport très mélancolique au passé, peut-être que j'ai également en commun avec Keishiro Hirano, que j'ai en tout cas ressenti dans Compléter les Blancs. Il y a cette mélancolie. Enfin, il me semble que ce besoin de raconter le passé obéit à une forme
je dis mélancolie et non pas nostalgie, puisque la nostalgie serait la nostalgie d'une époque qu'on a vécue, mais bon, voilà, on ne l'a pas vécue. Mais en tout cas, disons, cette idée-là, en fait, obsédante et peut-être même traumatisante, que le passé est passé et qu'on ne peut rien y changer, rien y changer. Et j'ai l'impression que tout le livre de M. Irano, Compléter les Blancs, tourne autour de cette obsession et que peut-être, il me le dira, il éprouve cette forme de mélancolie d'une façon, voilà, d'une façon sans doute différente. En tout cas, le traitement est différent. Mais en l'occurrence, pour la 7e fonction du langage, je suppose que, en tant que Français, j'ai cette mélancolie où il y avait donc cette espèce de nostalgie étrange d'une époque que je n'ai pas connue, mais où le monde intellectuel français était extrêmement stimulant, extrêmement rayonnant, extrêmement inspirant pour le monde entier. Et je pense que c'est en France, c'est le dernier moment où intellectuellement la France a eu une influence sur la pensée mondiale. Donc bon, il n'y a pas si longtemps, hein, mais bon, tout de même, c'est-à-dire c'est une époque que je n'ai pas connue, que je regrette de ne pas avoir connue. Et d'une certaine manière, c'est vrai que je ne suis pas entièrement satisfait de l'activité intellectuelle française actuelle, du climat intellectuel français actuel que je trouve très pesant, très réactionnaire, et puis d'une puissance beaucoup plus faible que à cette époque-là, des Derrida, des Deleuze, des Barthes, etc., etc. Et donc voilà, donc il y a cette pulsion de refuge, en fait, d'aller chercher dans le passé ce qu'on ne trouve pas dans le présent, ou ce qui... Alors, le rapport avec HHHH, par exemple, serait différent, puisque je n'ai évidemment pas la nostalgie de la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai comment dire, HHHH est aussi le résultat de cette tristesse que ce qui est passé, le génocide, Auschwitz a eu lieu, le génocide des Juifs a eu lieu, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, les millions de morts ont eu lieu, et bon, il se trouve que j'ai voulu raconter cette histoire de résistance, d'attentat qui s'est déroulé à Prague en 1942, où des résistants, des parachutistes tchécoslovaques ont abattu ce dignitaire, ce chef nazi qui était Reinhard Heydrich. Et donc voilà, c'est-à-dire, donc d'une façon ou d'une autre, et pareil pour civilisation, si vous voulez, civilisation, il y a cette espèce de fantasme de proposer de façon fictionnelle une revanche aux perdants de l'histoire. C'est-à-dire que voilà, donc je suis très sensible à la fois à cette question des perdants de l'histoire et puis aussi, donc dans les deux cas, si vous voulez, c'est une forme de mélancolie et c'est une manière de soigner cette mélancolie. Disons, se pencher sur les perdants de l'histoire pour HHHH ou pour civilisation, ou donc revenir à une époque un petit peu voilà, d'âge d'or, en tout cas de période qui m'intéresse d'une façon ou d'une autre. Alors de période, ça peut être une période d'héroïsme, mais ça peut aussi, donc voilà, en l'occurrence, c'était de période de bouillonnement, de foisonnement intellectuel. 今、ビネさんから、3つの作品について、それぞれの、舞台となっている時間との、関係をそれぞれお話していただいたと思います。言語の7番目の機能に関してなんですけど、平野さんは覚えてらっしゃるというかご存知だと思うんですけども、この小説の舞台になっている1980年の少し後、1983年ぐらいに日本ではニューアカデミズムっていうふうに呼ばれたですね、本当にこの作品に登場する、ドゥルーズや、ディリダーの翻訳が、日本でどんどん出て、その翻訳を紹介した、思想家や、フランス文学系の、学者がメディアでスターになるっていう非常にある意味では奇妙な日本ではあまり起きたことがない現象があったんです。一大ブームがニューアカデミズムの
ブームがありました。で僕はお二人より少し年が上でその直撃世代だったりとかもするんですけれども、その頃の感覚というからすると、言語の7番目の機能に出てくる、登場人物の扱いは随分こうショッキングだったり、面白かったりとかする部分があるんですが、平野さんはそのいわゆるそういう現代思想的なものの日本におけるその授業の在り方みたいなのに対してどういう形の距離感でご覧になってたんですか？そうですね、僕はその90年代の半ばぐらいから、小説だけじゃなくてちょっとその現代思想とかにも関心持つようになって、どっちかというと大学に入ってからですけど、それまではもう小説ばかり読んでいたので、日本でそのフーコーとかが訳されて始めた頃には、ある種純粋な知的好奇心だったと思うんですけど、90年代になる頃はもうちょっと猫も杓子もみたいなファッション的な要素もあって、それがある意味ではこう文学の読み方を非常にこう貧しくしたというか粗雑にさせてしまったんですね。ですから一つの小説の読み方っていうのは、小説っていうのはすごくいろいろな要素から成り立ってるんで、キャラクターだとか文体だとか構成だとか、ほんのちょっとした言葉の使い方とか、そういうものをこう総合的に繊細に読まないと一つの作品っていうのはうまく読めないのに、無理やりその記号論的なアプローチ一辺倒で読んでしまうとか、そういう読み方が小説のその読み方をつまらなくしてしまって、読者も作者もちょっとそういう読み方に抵抗を示すようになって、2000年代以降はむしろ反動としてもっとこうナイーブに読んだ批評とかが出てきたり、あるいは文芸批評家じゃない人たちに書評とかを書かせて、その作品に対するアプローチを多様化するっていうようなことを文芸誌が行ってたと思うんですね。で僕自身もですね、結局はフーコーとか、その後にすごく大きな影響を受けて今でも尊敬してますけど、当時は結構その現代思想ブームの一番最後の方の、だんだんそれがファッションのようになっていく状況に非常にこう反発を感じていて、僕ボードレールっていう詩人がすごく好きで、この小説の中にもちらちら出てきますけど、ボードレールがっていうとボードリアールって言われたりとかいやボードレールだよって言うと、分かったベンヤミンを読んだんだろうとか言ってベンヤミンの話が始まるとかそういう中で、愚直に自分が文学が好きでボードレールの詩に感動してるっていうことと、ボードレールをそのベンヤミン的な読み方をすると都市の詩人としてどういう意味付けがあるかみたいな議論が始まるっていうこととに非常に大きなギャップを感じていたんですね。ですから僕自身はボードレールが美術批評の中でナイーフテって言って、純粋さっていうようなことをすごく強調して、一枚の絵の前に立った時のその、純粋さから作品鑑賞しなきゃいけないんだっていうようなことを美術批評の中に書いてることに、かえって非常にこう共感したんですね。ただその先ほど見ましたように、その後やっぱり日本ではそのフランスで哲学で博士号を取って帰ってきたような人とか若い人たちも含めて、やっぱりずっとフーコーとか読まれ続けていて、特に生政治の話とかっていうのはかなりその後今のこう格差社会とかの中でも活発に議論されているので、僕自身はその後こうちょっとブームが去った後にもう一回自分の思考に本当に重要な本として読み直したし読み続けたっていう経験がありますね。Oui, le problème des grands penseurs en général, c'est souvent les disciples. 言語の7番目の機能を読んでいると本当にもうきら星のような、フランスあるいはフランス以外の、文化人、作家哲学者の名前がたくさん登場して、そういうこう小説って日本ではあまりこうない、例がないわけではないですけども、どうしてもそういうタイプの小説は読者にある程度のこう知識とかリテラシーみたいなものを要求する部分があるので、どこかこう知的なこうスノビズムみたいな形での需要になってしまいがちなところがあって、それが先ほど平野さんがおっしゃったこと
だと思うんですね。で、先ほどビネさんがおっしゃってた話を聞きますと、どうしてもこんな小説がすごく話題になるなんてフランスの読書会ってすごいなって思ってしまいますけど、意外とそうでもなかったというか、意外とそのビネさん自身もむしろ現在の読者に対してある種啓発するようなつもりでこの作品を書かれたんだなということが分かって、そこの部分っていうのが結構新鮮な気持ちがしましたが。Non, pas du tout. Vous savez, j'ai été prof de français pendant 10 ans. Et donc, la trace de ma profession est dans le fait que j'ai souvent un côté un petit peu didactique dans mes livres. J'ai voulu expliquer, présenter beaucoup de choses de la Deuxième Guerre mondiale dans HHH. J'ai voulu aussi présenter ces auteurs dans la 7e fonction du langage et donner toutes les clés à un lecteur qui ne serait pas familier. Et j'espère que c'est le cas. Je crois de toute façon que si le roman est réussi, alors ça c'est au lecteur d'en juger, mais on peut le lire à plusieurs niveaux. Et en l'occurrence, la 7e fonction du langage, on peut le lire, j'espère, comme un roman policier, comme un roman d'aventure, un petit peu comme un James Bond aussi, parce qu'il y a des histoires d'espionnage, etc., etc. Et ensuite, si on veut, on va chercher plus loin. Bon, là, moi, j'ai lu l'éclipse de Keishiro Hirano. Ça m'a fait penser à aussi Le nom de la rose. Le nom de la rose, je prends souvent cet exemple, a été un succès mondial. C'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Je ne sais pas pour les autres lecteurs, mais moi, je n'étais pas familier de la scolastique du XIVe siècle. Je n'étais pas familier de Bernard d'Augy, de Guillaume d'Occam, etc., etc. Et j'ai lu Le nom de la rose comme un formidable roman policier, une intrigue de détective. Je l'ai lu comme un Sherlock Holmes. Et j'ai voulu faire en sorte que la 7e fonction du langage puisse se lire également comme un Sherlock Holmes. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai donné ce nom-là à mon protagoniste, à mon héros, Simon Herzog, parce que les initiales SH étaient un clin d'œil à Sherlock Holmes. Donc, je pense que voilà, c'est-à-dire je pense que évidemment que un roman réussi ne doit pas être une thèse. Je ne crois pas au roman à thèse. Je pense que si vous avez quelque chose, si vous avez une démonstration à faire ou un cours à faire, vous écrivez un essai, voilà, vous faites un cours au Collège de France, mais vous ne faites pas, vous ne faites pas un roman. Oui, voilà ce que je peux vous dire. バラの名前もそうですけど、ファイトクラブっていうのがこの小説ではもう一つ、非常に巧みに取り込まれていて、ロゴスクラブですね。ロゴスクラブというタイトルで、最後のラスボスとしてウンベルト・エイコが出てくるっていうのが、ちょっとすごく面白い特に面白い場面でしたけど、僕はでもそれが単になんていうか、もちろんそのおかげですごくエンターテインメント性が高まってるっていうこともありますが、同時に最初に僕がお話しした言語と現実との関係っていうのが非常に生々しい形でロゴスクラブを通じて描かれていると思ったんですね。つまり記号の組み合わせのゲームがずっとひたすら続いていて、それと現実っていうのは完全に切り離されてしまっているのかっていうと、ロゴスクラブでは負けた方の人が小指を切断されたり腕を切断されたりというフィジカルな非常に大きなダメージを負う、現実にそれが直結しているわけですね。ですから僕たちのその言語活動とかコミュニケーションの活動が現実とどういう関係を持っているのかっていうような一つの大きな問いをロゴスクラブの戦いを通じて非常にうまく描いていて、そこがやっぱりこの小説の第1部だけを読んでいると、現実から切り離されたところでね、言語でいくらでもどんな話でもできてしまうじゃないかっていうパロディの面白さを感じた後に、ロゴスクラブの場面になると、しかし結局現実、その言語っていうのはやっぱり現実と結びつかざるを得ないじゃないかっていうことが描かれている。それとロゴスクラブと対一するように大統領選の話がずっと出てますよね。で結局政治もですね、その中の議論が僕たちの社会のシステム全体を決める
政治に直結してるっていう話につながっていて、このロゴスクラブと大統領選の話がこう並行して描かれているところがエンターテインメントでもありながら、すごくこの小説のテーマを巧みに表現しているというふうに感じました。Oui, bah, merci. Ce que j'ai voulu, vous avez tout à fait raison, disons, ce que j'ai essayé de faire, c'était de mettre en scène et de dramatiser euh, les, euh, les, euh, les affrontements rhétoriques, de dramatiser la rhétorique, si vous voulez, et rappeler en effet que, donc, alors voilà, une mise en scène un petit peu exubérante et un petit peu très, très, très métaphorisée d'une certaine manière, mais donc rappeler que les joutes rhétoriques qui nous occupent en fait quotidiennement, tous autant qu'on est, c'est-à-dire on passe notre temps à discourir et à débattre. Voilà, c'est-à-dire que les débats avaient des incidences sur le réel et que les joutes oratoires, les joutes rhétoriques sont des jeux, mais des jeux qui ont des enjeux. Ce ne sont pas juste voilà, des affrontements rhétoriques pour jouer, pour s'entraîner, mais les enjeux dans la réalité sont énormes. Donc voilà, le but était de représenter le pouvoir du langage au sein d'une intrigue qui en montrait les conséquences, qui sont multiples, alors qui sont extravagantes dans certains aspects de mon roman, mais qui sont aussi tout à fait réelles. Il est vrai que en France, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais en France, le président de la République, le candidat à la présidence de la République qui est élu, a toujours été celui qui remportait l'affrontement dans le grand débat entre les deux finalistes de la présidence. Donc, ces joutes oratoires qui, moi, en tant que professionnel du langage, en tant que prof de français, en tant qu'écrivain, qui m'intéressent et qui me fascinent, ne sont pas juste un exercice de style, un exercice, un entraînement ou un jeu, mais sont totalement en prise avec le réel. Et donc, oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le discours qui façonne le monde et qui façonne l'histoire. On sait que les grands dictateurs ont tous accédé au pouvoir par la maîtrise du discours, par les grands dictateurs ont toujours été de grands orateurs dans des styles, voilà, en fait, dans des styles burlesques qu'on peut trouver ridicules. Trump n'est pas plus ou moins ridicule que Hitler ou Mussolini d'une certaine manière, mais on est bien obligé de constater que tout ridicule qu'il soit, leur discours est efficace. Et donc, voilà, c'est-à-dire tout mon livre porte sur l'efficacité du langage dans le réel. ロゴスクラブのジャッジですごく面白かったのは、その相手をどういう論理、あるいはどういうアプローチで相手を説得するかっていうポイントが一つと、もう一つはその彼らが語っている、文学的な知識とか教養が正確かどうかっていうところもジャッジの中で非常に重視されていて、間違った文学的な知識を話すとそれがこう減点対象になると。でこれが実は今のこう社会の中での議論の中でも非常に重要になってきていて、とにかくもう世界中がフェイクニュースだらけで、もう何に基づいて議論するのかっていう前提がもうぐちゃぐちゃになってしまっていると。で一方でその相手を言いまかせば勝ちだと。しかもそれがその全然ロジカルには言いまかしたことになってないのに相手を言いまかしたっていうことになっていて、その人たちがなんかおかしなその世論っていうのを形成するっていうのが非常に今の世の中の問題になってると思うんですね。でその社会を風刺するっていう意味でもすごく面白い場面だったんですけど、そこでその考えるのはやっぱり歴史に関してもその歴史修正主義っていうのは日本でも非常に問題になっていて、特に第二次大戦の、日本がこう大陸や朝鮮半島でやったことの歴史っていうのが
まあ、次々に書き換えられてしまうと。で、僕も最近テーマにしていることなんですけど、過去っていうのはかつてはもっとこう安定的なもののように見えていて、その安定した過去を対象化して、まあ、議論することができるっていうふうに思われていたのが、まあ、良くも悪くも過去っていうのは非常に不安定で、その個人的なトラウマとかであれば、その過去っていうのを自分なりに語り直すことによって、その固定されたトラウマの関係から克服して新しい自分として生きていくっていうこともできるかもしれないけど、国の歴史としては過去に行ったさまざまな国にとって悪いことっていうのを修正していってしまう。これは日本では日本が大陸でやった日本軍がやった残虐行為っていうのを修正していくような言説があるし、ヨーロッパだとホロコースト否定論とかですね、いろいろなものがあると思うんですね。で、小説家として過去を舞台にしようとした時に、この問題が非常に僕はある意味ちょっとジレンマで、例えばその日本がその中国大陸でやったことが何だったのかっていうのを小説で書こうとした時に、それをフィクションという形で書いた時に、果たしてその修正主義的な人たちに十分効果的な力を用いるかどうか、結局それお前の作った話じゃないかと。で、現実はこうだこうだっていうふうに彼らが言ってくるんだけど、彼らのその話自体も彼らなりのフィクションであるっていう時に、むしろ結局のところ事実をどこまでもきちんと調べて事実を訴えていく方が、その歴史をフィクション化しようとする力には正しい力を持つんじゃないかと。そうなってくると、小説として小説は何をする歴史にどういうふうにアプローチするのかっていうことに非常にいつも苦しさを感じていて、まあそれがでもこの言語の7番目の機能は発想の逆転というか、ある意味ではデタラメを書くことによってその歴史を書くっていうことがどういうことなのかっていうのを非常に批評的に描いていて、ちょっとハッとさせられたところがあったんですね。で、フランスでもやっぱりヨーロッパでも歴史の書き換えっていうことが起きてると思いますけど、フィクションとしてそういう歴史を書き換えようとする現実にフィクションとしてどういうふうに対抗していくのかっていうようなことに関しては、ビネさんはどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。C'est une question très intéressante et très compliquée. Récemment, dans un débat à propos de mon dernier livre Civilisation, donc qui est ce qu'on appelle une histoire alternative ou histoire contrefactuelle ou uchronie, on m'a demandé, mais finalement, quelle est la différence entre une histoire contrefactuelle, une uchronie, et le révisionnisme? Et en fait, la réponse est très simple. C'est une question de pacte de lecture. À aucun moment, je ne veux faire croire dans la 7e fonction du langage que Barthes a été assassiné. Ce que je propose au lecteur, c'est un jeu partant du principe que on sait tous que Barthes a eu un accident de voiture, et je vous propose cette hypothèse fictionnelle pour vous emmener dans un roman policier extravagant, délirant, où il va se passer plein de choses totalement imaginées. Et pareil pour Civilisation, à aucun moment je ne veux faire croire que les Incas ont envahi l'Europe. Au contraire, vous ne profiterez du roman que parce que vous savez qu'en fait, il s'est passé l'inverse. Dans HHHH, c'était totalement différent. La problématique était comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie et comment justement on reste collé aux faits. Donc c'était des projets différents, mais dans tous les cas, ces projets me semblaient honnêtes parce que le pacte de lecture était clair. Et je pense qu'il y a un vrai danger de la fiction quand le pacte de lecture n'est pas clair, quand la fiction devient falsification. La fiction devient falsification quand elle se donne pour vrai, elle se prétend vraie. Et donc c'est pour ça que je pense que la réponse à cette question du révisionnisme, des fake news, de tout ce que vous voulez, à mon avis, ne peut pas vraiment se jouer au niveau du roman et de la fiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer à une fiction révisionniste une autre fiction. Le roman, la fiction ne peut rien démontrer. Ce n'est pas avec une fiction que je démontrerai que Auschwitz a réellement eu lieu. Donc je pense que là, parfois,
il est probablement efficace et bon d'utiliser les armes de l'adversaire, mais pas dans ce cas-là, je crois pas. Et, pardon, je voudrais ajouter quelque chose. Pour en revenir évidemment donc, aux médias, à ces réseaux sociaux qui évidemment alimentent et permettent aux fake news de proliférer, c'est vrai que les réseaux sociaux sont un démultiplicateur de ces fake news, mais en même temps, vous avez aussi peut-être observé que, par exemple, quand on voit à la télé un homme politique qui dit quelque chose de faux, qui se trompe ou qui dit quelque chose de faux, immédiatement, les réseaux sociaux donnent des éléments pour déconstruire ce mensonge ou cette erreur et disent ah non, là, il a dit ça, telle année, c'est faux, et donnent des sources historiques, des éléments pour. Alors ensuite, il y a un affrontement entre sources, etc., etc. Mais les réseaux sociaux contribuent aussi à contrecarrer des mensonges c'est-à-dire qu'un homme politique peut aussi, enfin, plus difficilement balancer un mensonge par rapport à l'époque où il n'était pas contredit par le journaliste, et puis voilà, bon, le mensonge était juste balancé comme ça, et il n'y avait pas de contradiction, parce que le journaliste seul face à lui n'a pas le temps, n'a pas l'idée, n'a pas... Bon, voilà. Alors que maintenant, il y a tout de suite une espèce de levée de bouclier avec des références, des sources. Donc, je pense que face au révisionnisme, le combat est là. Face au révisionnisme, le combat se situe dans la source historique, la preuve historique, et les réseaux sociaux sont aussi une arme pour présenter ces contradictions, ces objections. Donc tout ça est très complexe et ambigu. Si vous voulez, ce qui a changé, c'est le champ de bataille. Le champ de bataille s'est élargi à la planète entière. On participe tous. Ces réseaux sociaux sont une espèce de forum mondial auquel tout le monde participe. Alors évidemment, le résultat, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de cacophonie, mais bon, c'est à nous de trouver notre chemin à la fois pour écouter, à la fois pour se faire entendre. Bon, c'est encore une fois, c'est une arme dont l'utilisation, c'est une arme qu'il faut apprendre à utiliser. なんかくしくも、数日後にアメリカ大統領選がある、状態でこの対談は今行われているわけですけども、今のやり取りは、いわばトランプ時代におけるフィクションとは何かっていう問いだと思うんですよね。その点今皆さんがおっしゃったことも含めて、平野さん自身がご自身の小説ということも含めて何か考えられるというか感じられていることってありますか？まあよく言われることですけど、現実が小説の想像力を上回ってるんじゃないかっていうようなことが、悲観的な意味で言われることが多いですけれども、とにかく信じられないようなことが次から次へと起こっていると。例えばトランプみたいな大統領もし存在しない状態で僕が小説でああいうアメリカ大統領を書いたとしたら、いくらなんでもあんなやつがアメリカの大統領になれるわけないだろうっていうふうに読者は反発したと思うんですね。ところが現実はそういう人が大統領になってると。で、そういう中で僕は小説何のために読むのかっていうようなことをよく言われます。好きな人はもちろん好きだから読むに決まってるんですけど、小説を読むっていう習慣のない人はね、何の役に立つんだって言われますけど、僕はやっぱり小説読むことはこのちょっともうクレイジーな社会の中で自分の正気を保つために読んでます。自分の精神を保つために。で、小説にはやっぱりそういう機能があるし、特に今のような時代には。それでただ小説もすごくものすごく大きく分けると、やっぱり現実の中で苦しんだり迷ってる人がその小説を読むことで束の間癒されるというか、美しいものに触れるとかですね、面白いものにワクワクして嫌な現実を忘れられるっていうことが一つの機能としてあるとすると、もう一方ではやっぱりその現実にもっと強くコミットするような
読んだ人が現実をどういうふうに解釈し直して、その中でどう振る舞うかってことを強く後押しするような小説っていうのがあって、もちろん両方兼ね備えてればいいと思うんですけど、まあそれを僕自身もやっぱり作品によって、この作品はちょっとこう、まあ現実からつかの間こう解放されたい読者のために書こうとか、これはやっぱりどうやって現実を生きていくべきかとか、何が今の社会の間違ってるのかっていうのをもう少し具体的に書こうって思ったりとかっていうのを少し考えてるような気がするんですね。でやっぱりまあ村上春樹っていう作家がコミットメントとデタッチメントっていうことをまあよく使っていて、今の話はちょっとそれに付随するかもしれませんけど、小説を通じることによって読むことで社会から読者がまあ引き離されるか、より社会に深くコミットしていくかっていうことがあるときに、僕はやっぱり小説を読むことが最終的には社会に深く関与していくことにつながっていくべきじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですからその時にやっぱりどういう読者に自分の作品が伝わっていくのかっていうようなことも考えるんですね。だから文学を読む人は結構僕が考えてるようなことを僕の本読む前から分かってるんじゃないかって思うこともあるわけですね。差別してはいけないとか、なんていうか暴言によって人を操ってはいけないとかですね。だけど実はその外側にいるというか、文学にアクセスしない人たちにこそ自分の小説が届くことがね、社会っていうのは変わっていく一つの大きなきっかけになるんじゃないかっていうふうに思っていて、最近の自分の物語の作り方とかではそういった形で小説読まない人もうまくアクセスできるような、まあ、デザインみたいなことを考えるんですね。でミネさんの場合はこう作品によってもやっぱりすごく違うと思うんですけど、どういう読者が自分の作品を読むかっていうようなことを意識されたりしますか？Non, je crois pas. Si vous voulez, je crois qu'il y a deux niveaux qui coexistent dans ma tête quand j'écris un livre. J'écris d'abord le livre que moi j'aurais envie de lire, donc d'une certaine manière qui ferait plaisir au lecteur que je suis. Bon, c'est tout bête, hein, mais donc voilà, j'essaie d'écrire les livres que j'aime. Et en même temps, disons, je suis assez optimiste. J'écris aussi pour tout le monde, et je me pose pas la question. Enfin, c'est pour ça que si j'écris la 7e fonction du langage, je pars du principe que tout le monde ne connaît pas Jacobson qui a théorisé les 6 premières, et que donc, à un moment dans le livre, je vais résumer les 6 fonctions du langage de Jacobson pour que tout le monde puisse avoir les clés. Ensuite, certains voudront creuser, d'autres non, mais en tout cas, voilà, j'essaie d'apporter au lecteur un minimum de base et de confort pour qu'il ne soit pas complètement perdu. Il faut que le lecteur soit un peu perdu, mais pas complètement. Donc, voilà pour votre question, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, le rôle du roman par rapport au désordre du monde actuel, on me pose souvent la question, est-ce que vous auriez envie d'écrire un roman sur la pandémie, sur l'épidémie, sur le Covid, ou sur Trump, sur voilà. Et personnellement, la réponse est non, en fait. Parce que, bon, ben voilà, on est typiquement, en effet, dans le cas où la réalité dépasse la fiction. Et pourquoi rajouter de la fiction? Et c'est aussi ce que je disais dans HHHH. Dans HHHH, je l'écris même dans le livre. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est suffisamment incroyable, tragique, horrible, héroïque pour que... Pourquoi, et c'est ça que j'écris dans HHHH, pourquoi inventer du nazisme? Voilà, donc c'est pour ça que dans HHHH, je m'étais vraiment attaché à raconter, rapporter l'histoire vraie. Et donc je pense, donc, dans ces cas-là, quel serait le rôle du roman? Je pense que, c'est vaste question, hein, mais je pense que on attend du romancier,
comme de tout artiste en général qui présente, qui propose une vision originale, décalée, décentrée, si vous voulez. Qu'est-ce que nous dit Picasso quand il fait un tableau? Picasso nous dit, voilà comment je vois le monde. Et c'est manifestement une vision originale qui va renouveler, un peu régénérer, influencer la vision de la vision des gens, si vous voulez. C'est-à-dire et donc à ce moment-là, ça, comment dire, ça alimente ça alimente l'esprit humain, l'âme humaine, la sensibilité humaine, et ça renouvelle quelque chose en nous, ça nous propose quelque chose de nouveau, et c'est comme ça que l'humanité avance d'une certaine manière. Faire du Picasso aujourd'hui, c'est pour ça ce que je vous dis sur le roman balzacien. Faire du roman balzacien aujourd'hui, faire du Picasso aujourd'hui, ce serait moins intéressant. Mais à cette époque-là, cette vision-là, qui est une vision neuve, eh bien, elle est intéressante. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je trouve ça sans doute plus intéressant qu'un romancier écrive un roman non pas sur Trump ou sur le Covid, mais sur le XVe siècle, le XVIe siècle, dans lequel d'ailleurs il y aura peut-être la peste, des épidémies, ce que vous voulez, mais disons, vous voyez, c'est-à-dire que de toute façon parlera de notre présent, parlera de notre époque, mais sous un angle décalé, sous un angle original. Bon, voilà, je crois que c'est ça qu'on peut attendre d'un artiste en général, une vision originale. はい、ビネさんありがとうございました。始まってですね、今1時間10分過ぎぐらいになっておりまして、ここで、少しブレイクを、入れさせていただいて、その後に、お客様、あと視聴者の、皆さんから質問がですね、結構来ているようですので、お二人に質問に答えていただく質疑応答の時間に、したいと思います。それでは、少し、ビデオをご覧ください。はい。文化をつかめアンスティチュ・フォンセ。はい、すごく短い休憩でしたが質疑応答の時間、にしたいと思います。
ちょっとですね、読みたいんですけども、最初から割とこうシリアスといいますか難しい質問が、来てますけれども、読みます。七七さん、これは全部七七さんなんですね。はい、質問です。文学ではあえて抽象的難解な語彙を使うことがありますが、SNS では具体的で平易な語彙で語った方がフォロワーを得ます。人々が SNS に熱中すればするほど、人々の持つ語彙は乏しくなり、抽象的難解な語彙を使う文学は読者を失っていくかもしれません。お二人は現代において作家はどのような語彙で創作をすべきだと思いますかという質問です。そうですね、まあ Twitter なんか典型ですけど140文字しか書けませんし、やっぱり SNS 上で難しい問題議論するのは限界があると思います。ですから僕も Twitter も Facebook もやってますけど、くだらないこととかよく書いてますし、やっぱりインターネット上ではこうできるだけ速いテンポで情報がどんどんこうやり取りされていて、もう世界中からの情報がいつもネット上流れていますけど、何かこう今の世界で起きていることは何なのかとか、今生きている人間がどういうことを感じて考えているのかとかっていうようなことを考えようとするときには、やっぱり本の形にまとまった文章を読まないとなかなかわからないと思うんですね。ですから、本を読むのかそのネットをやるのかっていうのがやっぱり大きく分けて2つあって、僕は両方やらないとやっぱりダメだと思うんですね。その本はどうしても数ヶ月数年かけて書いて、それをゆっくり読むっていうようなペースで作られていますし、その中でしか深められない思想っていうのもありますし、もう一方でインターネットっていうのはもう日々もう数秒ごとにどんどん新しいニュースも来て、それはそれでその情報に触れておくっていうのも必要なので、両方やらないと、なんていうのかな、世の中のことも、自分自身のこともわからないんじゃないのかなっていうふうに思います。両面でってことですね。そうです。同流というか。でやっぱりみんなもうインターネットの言葉だけに疲れてるところもありますから、僕なんかよくツイッターとか見てる方ですけど、もうずっと読んでるとだんだん嫌気がさしてきて、なんかもうちょっとちゃんとした文章を読みたいなと思って小説読んだりすると、やっぱりちゃんとした書かれた文章はいいなと思ってつくづく思いますから、ネットばっかりやってると小説読みたくなくなるとは必ずしも言えなくて、むしろやっぱりちゃんとした文章を読みたいなって気持ちにもなるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。皆さんいかがでしょうか。Oui, c'est vrai que je connais ce sentiment d'écœurement où j'ai passé une demi-heure sur Twitter à lire beaucoup de bêtises, mais néanmoins, la forme courte de Twitter est une forme littéraire également, et il arrive que je lise de très belles choses. Je dis souvent que bon, Twitter, c'est une forme littéraire qui a sa tradition, qui existe, c'est l'aphorisme, la phrase courte, et je dis souvent que La Rochefoucauld ou Cioran auraient été excellents sur Twitter, et peut-être disons, c'est une forme propice aussi au haïku japonais, d'une certaine manière. Donc, encore une fois, il y a le contenu, la qualité du contenu n'est pas forcément une fatalité par rapport à ce que propose le média. Et il m'arrive quand même, c'est vrai que évidemment la majorité des interventions de Twitter ne sont pas d'une très grande qualité, mais il m'arrive aussi plusieurs fois par jour de lire une très belle punchline, une très belle sortie d'un anonyme sur Twitter que je trouve génial en fait. Et donc, bon, voilà, c'est-à-dire, encore une fois, les réseaux sociaux sont ce qu'on en fait. Mais de toute façon, il faut faire avec. Alors, je ne sais pas s'il faut absolument y être. Moi, j'y suis aussi. Oui, je crois que c'est à la fois un terrain de jeu et un champ de bataille. Je peux pas vous dire plus. Et j'ai pas la solution, si vous voulez, mais
Monsieur Hirano a raison. Je suppose qu'au bout d'un moment, voilà, c'est-à-dire revenir à un bon livre où on s'assoit, on se calme. Je crois que tout le monde à un moment a envie de faire ça. ちなみに僕はツイッターでラ・ロシュフーコーの言葉を引用するアカウントをフォローしていて、1日に2回ぐらいそれが流れてくるんです。結構やっぱりいいこと言うなと思って感心してますけどね。ありますね、そういうボット。はい、次の質問はですね、今の質問ともちょっとかなり関係がある、質問になってしまうんですけど、日本では、議論も演説もまともにできず、言語を正しく使うことすらできない人たちが政権にあり、支持もされています。フランスでは考えられないと思うのですが、なぜこのようなことが起きていると思いますか。お二人に伺いたいです。だいぶ政治的になってきました。平野さん。まあこれはちょっとものすごく長い話になりますけど、ただやっぱりそのメディアとの関係っていうのは一つ、ジャーナリズムの問題っていうのは日本の場合非常に大きいと思いますね。ビネさん先ほど政治家がおかしなことを言ったらそれがわっと多くのジャーナリストたちの批判にさらされるというふうにおっしゃいましたけど、日本の場合はジャーナリズムの批判機能がかなり弱まっていて、明らかに嘘をついていたり、明らかにおかしなことを、政治家が言っても、あるいは首相が言っても、それが適切な批判を形成しなくて、でしかもその回数があまりにも多いので、一つの問題に集中しようと思ったら次またおかしなことを言ってる、またおかしなことを言ってるっていうのが、もう矢継ぎ早に嘘だとか間違ったこととかっていうのが続くと、もうメディア自体もそれをフォローしきれなくなっていて、結局何を言ってももう責任を問われないっていうような状態になってます。で、ジャーナリズムが機能すべきだってことはこの間散々言われてるんですけども、メディアとその政治家との癒着っていうこともありますし、ここのところを直していかないと日本はちょっとかなり先行きが暗いんじゃないかというのをみんなが懸念しています。もちろんいろんな理由がありますけど、一つの理由はジャーナリズムの機能不全だと思いますね。皆さんいかがでしょうか。フランスでは考えられないことだと思いますが、と質問にはありましたが。Si vous voulez, c'est deux choses différentes. La maîtrise du discours et le mensonge. J'ai pas dit que les journalistes était une force d'objection très efficace en France non plus, justement. C'est-à-dire qu'à la base, le journalisme devrait être un contre-pouvoir et ne l'est pas assez souvent. Bon, je généralise évidemment, mais ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme partout dans le monde, cette collusion entre pouvoir médiatique, pouvoir politique et cette concentration des médias au sein de quelques groupes ou de quelques personnes de quelques personnes fortunées, les industriels, etc. Bon, enfin, voilà. Mais justement, alors, c'est-à-dire que le contre-pouvoir s'est décalé, c'est-à-dire que le travail que ne fait pas le journalisme, les réseaux sociaux le font dans une certaine mesure et suppléent au travail du journaliste. Le problème étant que il y a, comme vous dites, il y a tellement de salves, de rouleaux de mensonges que, comme disait Guy Debord, vous savez, le vrai est un moment du faux. C'est-à-dire que les objections valables, les objections de vérité sont noyées dans un grand n'importe quoi. Alors ensuite, il y a quand même des cas où la réalité dément tout simplement le discours. Vous savez ce que disait Jacques Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Et donc, par exemple, quand Donald Trump dit pour soigner le coronavirus, il faut boire de l'eau de Javel, bon, bah là, quelques personnes meurent. Et donc là, bon, voilà, c'est la limite du mensonge, si vous voulez. C'est l'équivalent du réel quand on se cogne. Voilà, bon, là, l'eau de Javel, c'est le réel qui nous rattrape. 実は先ほどこの始まる前にちょっと打ち合わせの席で
平野さんの口からも出てきた話題なので、読みたいと思うんですけども、ちょっとねマニアックな話題かもしれないですが、ローラン・ビネさんはクエンティン・タランティーノのイングロリアス・バスターズはご覧になりましたか？もしご覧になっているようでしたら何か感想をお聞かせいただけると幸いです。ご覧になった方は多いかなと思うんですけど、イングロリアス・バスターズは映画、最後というかネタバレになっちゃってあれですけども、ナチス、もろとも、ヒトラーが爆死するっていう映画で、歴史改変映画なんですね。でちょうど本当にその打ち合わせの時に平野さんもイングロリアス・バスターズ見たかなとかっておっしゃってたんで、皆さんいかがでしょうか。Oui, moi j'ai beaucoup aimé Inglorious Bastard. Je trouve que c'est un film très intéressant en cela qu'il s'inscrit justement dans ce registre d'histoire contrefactuelle, du chrony, si vous voulez, puisqu'il se permet de changer l'histoire. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, c'est intéressant et ce n'est pas du révisionnisme? Parce qu'il essaie de faire croire à personne que Hitler est mort dans un incendie, dans un cinéma en France en 1942, mais au contraire, en faisant ce film, en racontant cette histoire, il interroge sur ce que c'est que la fiction. C'est-à-dire que vous êtes là en train de voir un film d'action, comme d'habitude, etc., etc., et puis soudain, c'est vraiment un coup de tonnerre. La scène de la mort d'Hitler vous sort de votre confort de spectateur passif. Vous vous dites, ah mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Hitler en 1942? Et là, vous vous dites, forcément, Hitler, Tarantino vous pousse à vous interroger sur ce qu'est la fiction. Et donc, voilà, c'est-à-dire, oui, la fiction a des rapports compliqués avec l'histoire, jusqu'où on peut pousser la limite. Bon, voilà. Et Tarantino, c'est intéressant parce qu'il pousse la limite jusqu'à ce que la corde qui relie la fiction et l'histoire cède. Mais à aucun moment, Tarantino ne veut faire croire qu'il vous parle de la véritable histoire. Pour moi, c'est la clé, c'est le pack de lecture. Et aussi bien, donc évidemment, c'est particulièrement choquant et surprenant dans Inglorious Bastard, mais dans Once Upon a Time in Hollywood, c'était le même principe aussi. C'est-à-dire que vous pouvez regarder le film comme un film de Tarantino habituel, mais c'est plus intéressant si vous savez la véritable histoire avec Sharon Tate, Polanski, Charles Manson, etc., etc. Et là, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte une histoire qui n'a pas existé. Et ce faisant, il pousse le spectateur passif à avoir une attitude active de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la fiction. Donc, globalement, ma réponse est, je trouve ça formidable. 平野さん何かコメントありますか？そうですね、今言われてましたけど、最近の作品のOnce Upon a Time in Hollywoodでもやっぱり現実に起きたこととシャロン・テイトが殺されないっていう、そうそこが変わってますし、そういう意味でちょっとなんていうのかな、ビネさんの小説は要はちょっとなんていうか、そのフレンチセオリーの話とかすごくこう大きないろんな知識を必要とする部分の話にもなりましたけど、途中にも言いましたようにすごくなんていうのかな、ハリウッド映画とかいろいろな推理小説とかいろいろな要素がミックスされてすごく面白くなっていて、そのうちの一つとしてひょっとしたらイングロリアス・バスターズもご覧になっているのかなというふうに思っていたので、今ご感想を聞けてあながち僕のあれも見当違いじゃなかったなと思いました。ありがとうございます。ですね、質問他にもまだあるんですけど、ちょっと僕からも一つお二人に伺いたいなと思ってたことがあるんですね。というのは、言語の7番目の機能に、出てくる実在の人物は今日の対談でももうすでにいろいろ話題になっていますけれども、この人は実はこういう人だったんだっていうエピソード的な部分もあれば、大きく事実とは異なるビネさんがフィクションの上で作り上げたデリダなんかは2000年まで生きていたのにすごく早く死んでしまったことになってしまっていたりとか、そういう部分があったりとかしますよね。でその中でその何人かの登場人物がある種こうなんていうんですかね、ハレンチなというか、そういうところが
こうなんていうのかな、こういい面と悪い面両方の部分で描かれている要素がかなりあったと思うんです。で、何の質問をしたいかというとですね、この言語の7番目の機能は2015年に原著が出版されていますけれども、この小説の中に出てくる登場人物、実在の人にもその後実はこういう人だったんだっていうことがあらわにされてしまったケースっていうのがあると思うんですね。それは何人かいると思うんですけど、僕が読んでいてすごく思ったのはジョン・サールという人です。ジョン・サールはアメリカの分析哲学者で、言語の7番目の機能の中でも重要な役割を演じていますけれども、ご存知の方も多いと思いますが、セクシャルハラスメント、長年のセクシャルハラスメントで告発されたんですね、近年に。で、そのセクハラと日本では言いますけどもの告発の流れというのは全世界的なものだと思うんですけど、そのきっかけになったとも言われているハリウッドのハーベイ・ワインスタインのセクハラの告発というのも2017年なので、この小説よりも後なんですよね。そういう形で、あと文学者ですと、これ名前を挙げるのが適切かどうかわからないですが、例えば日本でも人気のある作家ですと、ジュノ・ディアスのセクシャルハラスメントについての事件というのがあったりしました。そこで何がお二人に伺いたいのかといいますと、作家ということだけじゃないと思うんですけれども、その現代における文化人といいますかのその持っているモラルというものが例えばその告発された人たちというのも実は何十年もそういうことをしていたけれども、それは分かられなかった。誰かが告発したことによって初めて表に出たということなので、根は深い問題だと思うんですが、SNS 時代っていうことも込めて現代のその小説家、作家、文化人はどのようなそのモラルというものをやっぱり最低限持っていないといけない、あるいは最低限じゃなく持っているべきだというふうにお考えになりますでしょうか。その辺のことを少し伺いたいなと思っておりました。Alors, d'abord une précision. Dans la 7e fonction du langage, je mets en scène un affrontement qui a eu lieu entre John Searle et Jacques Derrida, un affrontement philosophique qui se termine donc, dans mon livre par la mort de Derrida et le suicide de John Searle à la façon de Javert, le personnage de policier dans les Misérables de Victor Hugo. Mais bon, moi, j'étais absolument pas au courant de ces histoires et c'était pas du tout mon propos de dénoncer telle ou telle personnalité. Je pense que, encore une fois, pour revenir à ce que je vous disais précédemment, ça, c'est plutôt un travail de journaliste, de citoyen, un travail individuel. Je suis pas sûr que enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je ne c'est peut-être possible, mais enfin en tout cas, moi je n'ai pas voulu écrire de roman pour dénoncer précisément telle ou telle personnalité, et en l'occurrence, j'en aurais été incapable puisque John Searle, à l'époque, le scandale n'avait pas éclaté. Donc, là, vous posez une question qui dépasse le cadre, qui dépasse la fonction de romancier, je crois. À minima, ce qu'il faut faire, c'est se comporter correctement et être solidaire des victimes. Je ne peux pas vous dire tellement en plus. そうです。やっぱりその性的な関係とかだと暴力的な強制があったりとか、直接的その暴力的に一見見えなくてもその構造的にやっぱり強制なんだっていうことがあれば、やっぱりそれは問題だと思いますし、そうじゃなくてその日本だと誰かが結婚してるのに誰かと不倫してるとかそういうようなことがもうすごく大きな社会的なニュースになって、もうそれでなんとか社会的な地位を抹殺するぐらいのバッシングになったりしますけど、それはやっぱり当事者間にとっては大きな問題かもしれないけれども、社会がそのモラルの欠如のために社会のあらゆる地位からパージしてしまうみたいなのはね、僕はちょっとやっぱりやりすぎだと思うし、特に今みんな携帯電話っていうのはもう
モバイル監視カメラみたいになってる状況の中で、ちょっとでもモラルに反しているところを見とがめられて、それで全ての地位を失うような社会にしてしまうと、誰かを社会的な地位から引きずり下ろすってことがもう簡単なことになってしまうんで、それは非常に恐ろしいと思うんですね。だからその MeToo 運動で告発されているような出来事も、やっぱりもちろんすごく悪質なものもあれば、相対的に悪いけれども、なんていうのかな、やっぱり程度があると思うんですよね。で、ちゃんと刑法であれば、やったことに対してどれぐらいのペナルティを課すかっていうのがきちんと定められてますけど、社会的な制裁とか、死刑っていうかになると、リンチですね。もう何にもなんていうか程度の違いも何もないまま、もう全てこの社会からパージしてしまうみたいな形になってるし、その被害者とどういう形で和解するかとか、そういった謝罪しているのかどうかとかっていうことに基づいて、どのくらいの社会的な制裁がふさわしいのかっていうようなことが何にもない状態のまま、もうもみくちゃにされるっていう状態になってるので、やっぱりそういう告発された時にどういうプロセスで謝罪をするのか、それを相手が受け入れているのか、その場合はどの程度のなんていうか社会的なペナルティを課されてもしょうがないとみんな納得するのかとかっていうようなことがやっぱり議論されないと、ちょっと監視社会的なものになっていきますよね。ただやっぱり今まで言えなかったことを言ってるっていうことは、その人たち自身がやっぱりずっと抱え込んできたことをやっと言えるようになったっていうことですから、やっぱりそれはビネさんおっしゃったように、そのことに対しては連帯を示すべきじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。時間ももうそろそろなんですけども、この、言語の7番目の機能は再三お話に出てますように、ロラン・バルトの詩から始まってますので、バルトに関する質問がありますので、聞きたいと思います。ビネさんは、記号学者としてのバルトから影響を受けたと、おっしゃいましたが、バルトの晩年の仕事については、どう思われているのでしょうかという質問です。Oui, j'ai dit que j'ai été formé par Roland Barthes, si vous voulez, qui a eu une influence très grande dans ma formation intellectuelle, mais j'ai été précisément influencé par Roland Barthes en tant que sémiologue dans l'écriture de la 7e fonction du langage, puisque mon idée de départ était de me dire, je vais faire un roman policier sur la mort de Roland Barthes, et l'outil d'investigation sera la sémiologie. C'est-à-dire que je me suis dit que la sémiologie, d'une certaine manière, était la science de Sherlock Holmes, puisque la sémiologie consiste à chercher des signes, à, disons, comment dire, regarder le monde qui nous entoure avec les outils linguistiques qui nous permettent d'analyser un texte, appliquer ces outils linguistiques au monde qui nous environne et donc chercher des clés de compréhension du monde à travers les signes. Et donc voilà, mon idée de départ, c'était de faire de la sémiologie la science de Sherlock Holmes. Et excusez-moi, quelle était la deuxième question? バルトからどのような影響を、受けられましたでしょうか。それで晩年の仕事ですね。晩年の。はい。C'est cette période-là qui lui vaut la plus grande postérité aujourd'hui. Les fragments d'un discours amoureux, la chambre claire sur la photographie, l'Empire des signes également, et puis les cours au Collège de France, la préparation du roman, etc. etc. J'avoue que moi, ce qui m'intéresse le plus chez Roland Barthes, c'est le Roland Barthes critique littéraire et sémiologue, plus que le Roland Barthes plus personnel des fragments d'un discours amoureux ou de la préparation du roman. Et donc, dans son œuvre tardive, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'Empire des signes sur le Japon, justement, parce que c'est encore un travail sur le signe. C'est encore un travail de sémiologie, d'analyse du Japon à travers les signes, à travers voilà, c'est vraiment un travail de sémiologue. C'est ça qui m'intéresse le plus. J'aime bien lire les fragments d'un discours amoureux, mais c'est le Barthes Sherlock Holmes qui m'aura le plus intéressé d'une certaine manière. 平野さんはロラン・バルトについては何かそうですね、一頃
結構読みましたけど、例えばその晩年の仕事でいうと明るい部屋とかはね、写真論の、まあそのなんていうの、プンクトゥムとか彼が言ってる概念とかっていうのは、なんかこうアートを論じる時のこう議論としてすごく整理されていて、便利だから結構使って議論したこともありますけど、でもなんか写真論としてはね、ちょっと同意しないところもあって絵画との比較がやっぱあまりにも強すぎるんじゃないかなって。絵画はもちろん全部意識して描くけれども、写真にはその意識しないでね、映り込んでもいるものがあって、それがこうなんていうのかな、プンクトゥムっていうふうに言って話してあって、まあそれも確かに写真の面白みですけど、ちょっとねそれを課題視するかなっていう感じもしますけど、でも面白い議論だし、やっぱなんか概念化がうまいですよね。だからそれを使ってちょっとこう認識論の話とかをこうやっていくことは何度かしましたね。バルトは日本でも随分翻訳がある方で、最近新訳とかもまた進んでいるので、新しい読者を獲得している部分もあるだろうと思います。小説の中にですね、バルトの一番最後に書いた文章で、人はいつも愛するものについて語り損なうっていう文章のことが出てくるんですけど、今日はお二人とも語り損なうことなくですね非常にこう明快にお話をしていただいてありがとうございました。時間もそろそろ来ましたので、最後にご挨拶といいますか、ビネさんの方から日本の読者に向けて一言もう一度いただきたいと思います。D'abord, je vous suis très reconnaissant à vous d'avoir organisé cet événement. Je suis très fier d'être traduit en japonais. Et je voudrais peut-être finir par un hommage à un traducteur japonais qui s'appelait Hitoshi Igarashi. Je ne sais pas si je prononce correctement son nom, qui était le traducteur des versets sataniques de Salman Rushdie, qui a été assassiné en 1991. Et comme vous savez, en ce moment, on vit une période en France qui est très troublée et qui est dans la continuité de ce qui s'est passé avec les versets sataniques de Salman Rushdie. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour rendre hommage à ce traducteur japonais Hitoshi Igarashi. ありがとうございます。皆さんも最後一言いただいて。そうですね、もうすごく楽しくて、もっともっともうこの本は語りたいことが本当にたくさんあるんで、本当はちょっと後でこっそり語りたいこともいろいろあるんですけどまあちょっとなかなかオンラインだとしにくいですね。けれども、まあでも本当に楽しかったんで、今度はぜひパリか東京かどちらかで直接ビネさんに会ってもっといろんなお話をしたいなと思います。ありがとうございました。はい、本当にそういうことがねできるようにまたなるとすぐになるといいですね。はい。それでは。はい、本日は皆様どうもありがとうございました。平野啓一郎さんローガン・ビネさん見えないですねとか言ってそれから佐々木敦さん、本日のご登壇誠にありがとうございました。大変興味深い刺激的な楽しいお話をたくさんしていただきました。どうもありがとうございます。